Bonsoir, merci à ceux qui reviennent et bienvenue aux autres. Nous abordons aujourd'hui la deuxième séance du séminaire de la chaire de philosophie à l'hôpital consacrée à la santé-démocratie. Et ironie du sort, cette intervention, placée sous le signe de l'une des maladies les plus mortelles de l'histoire, à savoir la peste, se déroule au moment où la France s'affole autour d'une autre épidémie, à savoir le coronavirus. Je précise que je n'y suis pour rien, que c'est prévu depuis des mois. N'y voyez aucun complot. Mais bon, puisque le hasard en a décidé ainsi, je vous propose de partir de cette triste actualité. C'était pas prévu, mais improvisons. Non pas pour faire ce qu'on fait depuis des jours sur certains plateaux télé, comme BFM TV pour n'en nommer qu'un seul, à savoir entretenir l'atmosphère anxiogène en parlant en boucle de la même chose avec des titres qui font peur, mais essayons peut-être de puiser dans la manière, pas dans l'épidémie en tant que telle, mais dans la manière dont elle est reçue, matière à réflexion. Bon. Pour commencer, si on s'intéresse aux chiffres dont on dispose pour l'heure, parce que bien sûr tout est provisoire, c'est quelque chose d'assez récent, on peut relever que le taux de morbidité du coronavirus, c'est-à-dire le nombre de malades pour la population mondiale, est relativement faible. On en est autour de 89 000 malades pour 7,7 et 7,8, je sais plus, milliards d'habitants sur Terre. Donc c'est pas quelque chose d'énorme. À titre comparatif, si vous jetez un coup d'œil aux statistiques de l'Institut Pasteur, la grippe saisonnière qu'on connaît tous touche entre 2 et, selon les années, 8 millions de personnes, rien qu'en France, pas à l'échelle mondiale, mais rien qu'en France. Donc, si par contre vous vous intéressez à autre chose, un autre facteur, non plus le taux de morbidité, mais cette fois le taux de létalité, qui est pas tout à fait la même chose. Petite distinction, le taux de morbidité, c'est le nombre de malades plutôt à l'échelle de la population mondiale. Le taux de létalité, c'est le nombre de morts parmi les malades. Si on s'intéresse cette fois au taux de létalité et non plus au taux de morbidité, on réalise que pour l'heure, le virus dit Covid-19, donc le coronavirus, a un taux de létalité qui est autour de 2,6%, là où celui de la grippe saisonnière se situe aux alentours de 0,2-0,5. Donc, on a un taux de morbidité qui est largement inférieur, mais un taux de létalité qui, pour le moment, est sensiblement supérieur. Alors, petite précision quand même, parce qu'il faut le faire. Lorsque je dis visiblement, lorsque j'apporte des nuances dans ce que je dis, c'est tout simplement parce que le coronavirus a quand même une spécificité, c'est qu'il y a un certain nombre de patients, ou ce qu'on appelle les porteurs sains, autrement dit des patients qui sont asymptomatiques. Donc, techniquement, les statistiques peuvent être un petit peu biaisées par cette donnée qui est difficile à chiffrer. Bon, pourquoi je fais ça? Outre le fait que l'actualité me l'impose, c'est pas pour faire des comparaisons douteuses et inutiles, surtout que, comme j'ai commencé à le dire, ces deux virus ont leurs spécificités, notamment en ce qui concerne les catégories de personnes qui sont plus ou moins touchées. Donc, il faut pas tout mélanger, pas tout comparer pour comparer. Le but, c'est pas ça. La raison pour laquelle j'y fais référence, c'est que ce qui peut nous intéresser pour la réflexion de ce soir, c'est la raison pour laquelle le coronavirus inquiète beaucoup plus que la grippe. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on va pas parler, parce que c'est pas mon métier, on va pas parler des épidémies ou des virus en tant que tels, on va s'intéresser à leur réception et à ce que ça nous dit de notre rapport à la maladie et à sa mise en scène surtout. Donc, pourquoi le coronavirus inquiète beaucoup plus que la grippe? Donc, pour rappel, revenir encore sur le concret, les chiffres objectifs. La grippe, c'est entre 290 000 et 650 000 morts par an dans le monde. Et pourtant, ça soulève pas une inquiétude particulière. Et on parle donc de morts cette fois. Dans ce cas-là, on en est loin pour le coronavirus pour le moment, on est autour de 3 000. Et c'est la panique. Donc, on parle d'un virus qui chaque année revient, qui chaque année fait des centaines de milliers de morts, et ça fait pas la une des journaux. Et là,
pour quelque chose qui est relativement récent, la petite nouveauté en plus qui vient de l'étranger, donc avec petite note d'exotisme dont on reparlera parce qu'il y a quelque chose de un peu malsain dans cette manière de l'aborder. Là, de suite, on en fait, si j'ose dire, tout un spectacle médiatique. La grippe, si vous voulez, la grippe, elle touche des millions de personnes et d'un point de vue proportionnel, si on s'intéresse aux 3000 morts du coronavirus, comparé aux 89 000 cas, c'est quand même important. Et si vous dites 650 000, mais sur plusieurs millions, voilà. Si vous dites 3 000 sur 89 000 cas, et surtout 3 000 cas en l'espace de quelques mois, ça va vite, on a l'impression que ça s'emballe, on a l'impression qu'on maîtrise rien. Donc la réception, elle est aussi liée au fait qu'en l'espace de très peu de temps, il y a quand même eu un nombre de cas assez important et un nombre de morts aussi qui n'est pas non plus négligeable. Donc, qu'est-ce que je vais en tirer pour les réflexions de ce soir? Ce que je voudrais en tirer, c'est que la raison pour laquelle la grippe, finalement, on n'y prête pas plus attention que ça, alors que le coronavirus, on ne parle que de ça, c'est que le coronavirus, en raison de la manière dont il s'est présenté, la manière dont il s'est présenté, surtout dont on l'a présenté dans les médias, il a laissé une impression. Et vraiment, j'aimerais insister sur cette expression que j'ai pas choisie au hasard. Il a laissé une impression. Il a laissé une impression, ça veut dire qu'il a marqué les esprits. Ça veut dire surtout qu'il est impressionnant au sens littéral du terme. Donc impressionnant, il a marqué les esprits grâce, encore une fois, à la machine médiatique et aussi, n'oublions pas, au rôle qu'ont joué les réseaux sociaux dans le fait de relayer, de commenter en boucle pendant des jours sans interruption le nombre de morts, les nouveaux cas qui émergent chaque heure ou chaque jour. Tout ça, si vous voulez, ça contribue à la manière dont la réception de la maladie se met en place pour entretenir, au final, une panique générale. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour conclure cette petite introduction qui part de l'actualité? Sans trop s'avancer, ce qu'on peut déduire peut-être de ce parallèle, c'est que la gravité perçue d'une maladie ou d'une épidémie n'est pas fonction de sa force de frappe objective, donc du nombre de morts objectifs qu'elle fait. Elle n'est pas fonction de sa force de frappe objective, de sa force de frappe, disons, globale, mais elle est beaucoup plus fonction des dégâts apparents. Ce qui va faire qu'une maladie va être perçue, je ne dis pas qu'elle l'est objectivement, qu'elle va être perçue comme grave, c'est pas les chiffres que je viens de vous exposer pour commencer, c'est les dégâts qui vont frapper l'esprit. Autrement dit, on peut émettre l'hypothèse que si le coronavirus génère une telle peur, au point de favoriser des comportements irrationnels dont certains sont teintés de racisme à l'encontre des personnes identifiées comme d'origine asiatique, c'est parce qu'il s'agit d'une maladie qui est spectaculaire. À la fois par son arrivée fracassante, ça vient d'arriver et puis ça avance très vite, mais aussi par l'emballement qui assure sa mise en scène. Pour dire les choses autrement, et c'est l'idée que je vous demande de retenir pour servir de fil directeur à la réflexion qui va nous occuper ce soir, une maladie ne fait pas peur parce qu'elle est grave, on la juge grave dès lors qu'elle parvient à nous faire peur. Vous voyez ici, l'important, c'est pas la maladie en tant que telle, c'est vraiment quelque chose qui relève du relationnel. La maladie telle qu'on la voit, la maladie par rapport à son public. Je parlais de spectaculaire, de spectacle. Un spectacle implique un public. Un spectacle ne peut être abordé que, il ne peut pas être abordé, si on fait abstraction de sa réception. On ne peut pas se contenter de le penser en termes de création. Bon, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, à mon sens, ce point que je viens de relever, à savoir le fait qu'une maladie, la gravité d'une maladie finalement est fonction de la subjectivité, de la sensibilité des uns et des autres, voire d'une collectivité, voire aussi d'une époque, voire d'une culture, d'un pays. Autant de facteurs qui peuvent influer sur la réception que l'on en a. Ça pose un problème quand même que j'aimerais mettre en lumière à l'aide d'une citation du poète W.H. Auden, que vous connaissez peut-être. Il dit, je le cite, « Evil is
unspectacular and always human, and shares our bed and eats at our own table. Pardon. Le mal est non spectaculaire, est toujours humain, il partage notre lit et mange à notre table. Donc le mal est non spectaculaire, il est toujours humain, il partage notre lit, il mange à notre table. De quoi il parle, Oden, là? Il parle du mal en soi, en l'occurrence. Il ne parle pas du mal tel qu'on le perçoit, il parle du mal objectif, du mal en tant que tel, de la réalité du mal. Ou, pourrait-on dire, hein, dans un vocabulaire plus qu'ancien, du mal radical. Donc là, il est important de faire une distinction qui va me servir pour ce que je voudrais vous exposer. Pas confondre le mal objectif, la réalité du mal, et le mal perçu ou le mal ressenti. Hein. On pourrait dire ça pour beaucoup de réalités, c'est pareil pour le temps. Il y a une différence entre le temps objectif et le temps ressenti, ou entre le temps et la durée, pour parler comme Bergson. Mais là, c'est pareil, il y a une différence entre la réalité du mal ou d'un fléau donné et le mal ressenti. Et là est tout le problème, si le mal en soi, ou le mal en lui-même, le mal objectif, disons, se glisse dans notre quotidien, hein, dans notre lit, à notre table, comme le diable se cache dans les détails, alors notre goût pour le spectaculaire constitue un rempart contre l'appréhension du mal. Autrement dit, il constitue un écran de fumée qui nous empêche de voir le mal pour ce qu'il est. Jusqu'au moment où, devenant impossible à ignorer, le mal est également impossible à éviter, s'il vous plaît. J'espère que vous m'avez suivi jusque-là, parce que j'ai dû synthétiser tellement le sujet est vaste. Si je dois résumer ça en une formule synthétique, je dirais que en matière de perception du risque et d'appréhension des fléaux, notre sensibilité n'est pas un thermomètre fiable, mais bien plutôt un réceptacle qui est inconstant, subjectif et malléable. Et j'insiste sur malléable, ça veut dire aussi qu'on peut en faire ce qu'on veut. Hein. En fonction de la manière dont vous parlez au public, vous avez la possibilité d'orienter, façonner sa réaction dans un sens ou dans l'autre. Dès lors, ce problème que je vous propose d'aborder, je vais le mettre en évidence en m'appuyant sur un roman que tout le monde connaît. Pour l'anecdote, hein, pour continuer, pour filer l'actualité, depuis l'émergence du coronavirus, les ventes de ce roman ont explosé. Ce qui est peut-être la seule chose positive pour le moment. Donc réjouissez-vous, il y a au moins ça. Mais je trouve ça fascinant en fait que ce livre du coup soit lu dans ce contexte-là, parce que s'il y a bien un remède, pas au coronavirus au sens de la maladie, parce que Camus n'est pas un gourou, il soigne pas les écrouelles et il ramène pas les trémés, si vous voulez, mais il y a dans ce roman, et c'est ce que j'aimerais vous montrer ce soir, de quoi réfléchir à la manière dont on se rapporte à cette maladie en particulier, à la maladie en général et à toutes les manifestations du mal de manière encore plus globale. Donc, pourquoi ce roman m'intéresse? Parce qu'il a mis en évidence et en scène le problème que j'évoquais il y a quelques secondes, et l'a mis en scène de la meilleure des manières, c'est-à-dire non pas de manière explicite, mais de manière détournée. C'est une mise en scène de biais, si vous voulez. C'est une mise en scène où, paradoxalement, la meilleure place, c'est pas la place centrale, c'est la place du coin où on est un peu dans l'obscurité, où on n'entend pas tous les gros bruits, on n'a pas toutes les lumières qui viennent nous aveugler. Voilà. Ça peut paraître étrange parce que généralement, on aurait plutôt tendance pour un spectacle à choisir la place centrale. Là, Camus, je vais essayer en tout cas de vous proposer cette interprétation. Il nous donne une vision des choses où le fait de faire un détour, finalement, amène plus directement au problème que si on l'avait abordé, on avait essayé de l'aborder de manière directe. Bon, s'agissant de la peste, je ne vais pas rentrer dans les détails de son interprétation, puisqu'elle a fait couler beaucoup d'encre, notamment des plumes célèbres, hein, comme celle de Roland Barthes. Il y avait une correspondance entre Roland Barthes et Albert Camus sur l'interprétation de la peste. On peut penser aussi à Janson, hein, au moment de sa critique de L'homme révolté, qui avait fait une allusion rapide à la peste. Il avait vraiment survolé, pour le coup, où il y avait eu un échange assez houleux à ce sujet avec Camus. Je ne peux pas vous exposer le détail de cette réception. Je vais me concentrer sur
Ils ont les 3 niveaux de lecture classiques, qui sont évoqués. Je vais juste vous les exposer en un instant pour ensuite vous dire, quel est celui que moi je vais vous proposer, qui est un 4e niveau de lecture. Bon. Les grilles interprétatives les plus connues ou les niveaux de lecture les plus connus sont au nombre de 3. D'abord, le niveau qu'on peut appeler littéral. Le niveau qu'on appelle généralement littéral, c'est tout simplement celui qui consiste à lire la peste comme le récit ou le simple relevé clinique de l'émergence et l'avancée progressive d'une épidémie mortelle. Ça, c'est le niveau littéral. Et il est intéressant en lui-même. Le premier niveau, littéral. Le deuxième niveau, c'est le niveau dit métaphysique. Quand je dis dit métaphysique, c'est par Camus lui-même, hein, qui a lui-même distingué ces niveaux-là dans sa réponse à Barthes. Le niveau métaphysique, c'est le niveau où la peste, pour aller rapidement, apparaît comme, pour ainsi dire, l'image ou le symbole de la condition humaine. Donc là encore, il faudrait expliquer en quel sens, mais c'est pas le sujet de l'intervention de ce soir. Si ça vous intéresse, on pourra y revenir. Et enfin, après le niveau métaphysique, il y a un 3e niveau qui est généralement évoqué, c'est le niveau dit politique, où la peste est présentée comme une allégorie du nazisme, selon une imagerie somme toute assez classique, hein, la fameuse peste brune pour désigner le fascisme. Bon. Ça, c'est les 3 niveaux les plus connus, et c'est ceux généralement qu'on évoque lorsqu'on veut commenter la peste. Quel est maintenant le niveau de lecture que j'aimerais non pas substituer à ceux que je viens de vous exposer, mais ajouter, parce que c'est pas le principe des niveaux de lecture, c'est ce qui fait la richesse de ce roman, c'est pas qu'il y en a un qui serait plus juste que l'autre, c'est que tout ça est vrai, hein. Camus insiste sur l'importance de fonctionner par image. Disons, l'avantage qu'une image peut avoir sur un concept, c'est justement son côté florissant et les différents niveaux d'interprétation qu'elle peut plus facilement convoquer, en tout cas qu'elle peut suggérer peut-être un peu plus facilement. Le 4e niveau de lecture, pour être parfaitement honnête, j'admets au premier abord qu'au premier abord, il peut paraître un peu surprenant, hein, pour ne pas dire contre-intuitif. Ce que je vous propose de faire, c'est de lire entre les lignes du roman, en pratiquant ce qu'on pourrait appeler une époquée herméneutique, hein, c'est un vocabulaire phénoménologique. Une époquée herméneutique, pour parler pour un langage moins jargonnant, ça veut simplement dire mettre entre parenthèses un certain nombre d'éléments pour permettre une autre interprétation. Là, en quoi ça consisterait? À mettre entre parenthèses les éléments qui renvoient explicitement à la maladie et au relevé clinique de son évolution. Donc, pour essayer de voir se dessiner ce 4e niveau de lecture, pour caricaturer un peu, je dirais, il faut oublier la peste. Voilà. La peste au sens classique du terme. On oublie 2 minutes la peste, on soustrait et on regarde ce qui reste dans le roman de Camus. Eh bien, croyez-le ou pas, en fait, il reste énormément de choses et ces choses qui restent nous apprennent énormément de choses sur la peste elle-même. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué en procédant moi-même à cette époque herméneutique? Ce que j'ai remarqué, c'est que le roman de Camus, La peste, comporte non pas une seule chronique, qu'on connaît, hein, celle de Rieux, mais 2. Vous savez, pour ceux qui l'ont lu, pour les autres, je ne spoil pas vraiment, ne vous inquiétez pas, quoique. Il y a des gens qui ne l'ont pas encore lu? Non? Ça va, alors je peux, c'est bien. Le roman de La peste a un narrateur qui s'appelle Rieux, le docteur Rieux, dont on découvre à la fin que les chroniques qu'il expose, en réalité, sont les siennes. Il parle de lui à la 3e personne et en réalité, on se rend compte que c'est lui qui parle à la fin. Donc, le roman, la trame centrale générale du roman est constituée par la chronique de Rieux. Or, si tout lecteur de La peste est familier de cette chronique, puisque c'est difficile quand même d'ignorer le propos du narrateur personnage, généralement, on ne relève pas cette autre chronique dont je vais vous parler. Dans mon cas, je vous le dis honnêtement, je l'avais soit même pas relevée, soit complètement oubliée, parce que, et ce malgré des nombreuses relectures. Je ne l'ai pas lu qu'une fois, hein. Je l'ai lu, je l'ai travaillé, je l'avais relu plein de fois, et c'est vraiment relativement récemment que j'ai remarqué quand même que c'est pas anodin qu'il y ait un 2e témoignage qui soit lui aussi appelé chronique, donc mis sur le même statut que le témoignage de Rieux dans le roman. Cette chronique, c'est celle de Tarou, qui est un autre personnage important de La peste. Et
cette chronique, Rieu lui-même la soumet au lecteur en disant que ça donne une autre perspective sur la peste. Il la cite en fait, hein, il cite des pages de cette chronique, des carnets de Tarou, en disant c'est important que vous ayez un autre regard sur ce qui s'est passé au moment, à l'époque dont je vous parle. Et Rieu, en la présentant, explique que, en commentant un petit peu son contenu, dit qu'il y perçoit un parti pris d'insignifiance. Je cite, hein, il y a dans la chronique de Tarou, selon Rieu, un parti pris d'insignifiance, et il précise que dans le désarroi général, Tarou s'appliquait en somme à se faire l'historien de ce qui n'a pas d'histoire. Autrement dit, l'historien, ce qui n'intéresse pas les historiens généralement, ce qu'on ne voit pas, ce qui ne marque pas les esprits, ce qui ne laisse pas d'impression, parce que c'est pas impressionnant. Voilà. Au passage, un petit aparté pour ceux et celles d'entre vous qui s'intéressent à l'évolution des courants historiques en France, il y a quelque chose qui peut faire penser un petit peu à la tournure qu'ont pris les courants historiques, d'historiens, je veux dire, hein, dans la France contemporaine, notamment à partir de l'école des Annales, Lefebvre, Bloch, etc., à savoir le fait d'arrêter de se concentrer uniquement toujours sur les mêmes choses, mais de diversifier les objets de l'historien. Si on pense à des historiens contemporains, de faire une histoire de l'amour, une histoire du sexe, une histoire d'un virus, par exemple, une histoire des odeurs, vous voyez. Et là, ce que fait Tarou, c'est quelque chose qui peut faire penser à cela, à savoir une sorte d'anthologie de l'insignifiance. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve en fait dans cette fameuse chronique qui a un parti pris d'insignifiance? On y trouve des descriptions et des réflexions qu'on s'accordera aisément, au premier abord, à considérer en effet comme insignifiantes. Si vous voulez, on pourrait se dire, Rieu, il est peut-être un petit peu biaisé, il dit que c'est insignifiant, regardons. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on trouve dans ce texte et vous me direz si vous-même vous trouvez ça pertinent lorsqu'on est en contexte de peste. On y trouve, par exemple, donc, pendant que les rats envahissent la ville, hein, rappel du contexte, on trouve sous la plume de Tarou des réflexions sur l'absence d'arbres dans la ville. Pas beaucoup d'arbres à Oran. Puis des réflexions sur le fait que le plan architectural de la ville, il n'est pas terrible, il est un peu absurde. D'accord. Ensuite, il évoque au passage, comme ça, une conversation qu'il a entendue dans le tram entre deux personnes qui parlent d'un homme lambda qui est joueur de piston et qui est mort de la peste. Voilà. Et enfin, dernière anecdote ou dernier élément que je vous citerai en exemple, il évoque le fait que il y a un vieillard qu'il aime bien observer, qui a coutume, en tout cas qui avait coutume avant que la peste n'éclate vraiment, de se pencher au-dessus de son balcon quand les chats errants passent et de cracher sur leur tête. On est d'accord que quand on réfléchit au premier abord à la situation, vous imaginez, hein, vous avez des rats qui envahissent la ville, qui meurent sur les paliers, puis les gens commencent à mourir, et lui s'intéresse aux arbres, à l'architecture, à une conversation de l'équivalent d'un comptoir de bar et à un vieillard qui crache sur des chats. Ça peut paraître un petit peu étrange, si vous voulez, effectivement, en tout cas insignifiant semble être le terme idoine. Mais bon, si je vous en parle, vous imaginez bien que c'est peut-être pas aussi évident de mon point de vue. Est-ce qu'on doit considérer comme je vous suggérais au départ que Tarou, c'est juste un pauvre fou inconscient qui regarde ses pieds pendant que le ciel tombe sur la tête de ses concitoyens? Ou est-ce que, au contraire, la raison pour laquelle Rieu retranscrit sa chronique, c'est parce qu'il pressent, sans forcément savoir pourquoi au départ, que Tarou a compris ou a vu quelque chose que les autres, obnubilés qu'ils sont par les bubons, les rats, les morts, quelque chose à quoi les autres sont demeurés aveugles en raison de cette fascination pour le côté spectaculaire de la peste. Est-ce que c'est un voyant ou est-ce que c'est un aveugle? Là, la question. La lucidité dont Tarou fait preuve dans la suite du roman, notamment dans la 4e partie, commande
à tout le moins qu'on explore la seconde hypothèse, qu'on ne se contente pas de dire c'est un original, pour employer un euphémisme, mais qu'on essaye de se demander s'il n'y a pas quelque chose quand même dans le fait qu'il se focalise sur ces éléments-là en pleine période de peste. Alors, pour commencer, on peut noter que l'insignifiant, comme le relève déjà Camus dans ses carnets en 1945, ça n'est pas une réalité objective et absolue, mais une relation. Alors, je vous parle des carnets parce qu'en 1945, malheureusement, Dieu sait que je voudrais le faire, mais je n'aurai pas le temps ce soir, en 1945, Camus esquisse ce qu'il appelle un projet d'anthologie de l'insignifiance. Ensuite, il va y revenir un petit peu plus tard, en 49, je crois, et enfin, il va publier finalement, ce ne sera pas une préface à l'anthologie de l'insignifiance, mais un texte en 59 dans une revue où il va essayer d'exposer ça, non sans humour. Je vous invite à lire ce texte si ça vous intéresse, j'essaierai de vous le transmettre. Il expose sa conception de l'insignifiance. Et ce qu'il relève, c'est que l'insignifiance, c'est pas une réalité objective, c'est une relation. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une relation ? Ça veut dire que quelque chose est jugé insignifiant en relation à autre chose, par rapport à autre chose. Ou, pour employer une expression plus adéquate, quelque chose est jugé insignifiant en regard d'autre chose. Pourquoi je préfère l'expression en regard de ? Parce que l'insignifiant implique un regard, justement. L'insignifiant implique un point de vue. Ce qu'une époque juge insignifiant, une autre époque pourra le juger signifiant. Par exemple, ce que les contemporains d'une époque auront pu ne pas relever, parce qu'à leurs yeux, ça sera insignifiant, ça pourra paraître hautement signifiant aux yeux des historiens qui, 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles plus tard, reviendront sur cette période et avec le recul que permet le temps qui passe et puis les documents qui deviennent accessibles au fur et à mesure, ils se rendront compte qu'en fait, il y avait quelque chose là-dedans que les contemporains de l'époque n'avaient pas vu et qui pourtant permet d'expliquer un certain nombre de choses. Donc, d'une situation, d'une réalité qui semblait insignifiante, on débouche sur quelque chose, la même réalité pourtant, qui est jugée signifiante. Ça, c'est pour la variation, disons, temporelle ou même géographique. Quand je dis géographique, de la même manière, on peut dire qu'un phénomène, par exemple, naturel, qui peut sembler parfaitement insignifiant à un regard occidental, pour généraliser, il pourra sembler non seulement signifiant, mais carrément sacré au regard d'un membre d'un autre peuple du monde. Ou encore, pour avoir une échelle un peu plus réduite que l'échelle globale que je viens de vous présenter, ce que moi, je juge insignifiant, ça pourrait sembler à d'autres dont la sensibilité a été forgée par d'autres expériences, d'autres rencontres, d'autres choses, d'autres facteurs multiples, ça pourra paraître parfaitement signifiant. Alors, non seulement ça pourra paraître signifiant aux autres et pas à moi, mais moi-même, je pourrais changer mon regard en fonction de leur propre témoignage. Ce qui me semblait insignifiant pourra me paraître signifiant si on me met le nez dessus. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là, tous ces exemples que je viens de prendre, ça aboutit à une conclusion. C'est le fait que, un petit peu comme la gravité de la maladie dont je vous parlais tout à l'heure, ce n'est pas parce que quelque chose est en soi signifiant qu'on lui prête attention, c'est parce qu'on lui prête attention qu'il devient à nos yeux signifiant. Donc, le signifiant ou l'insignifiant, c'est une construction. C'est une construction qui est extrêmement variable d'une époque à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une personne à l'autre, et même chez une même personne, en fonction des éléments dont il dispose. Alors, pour reprendre, pour vous montrer que toute l'analyse que je suis en train d'essayer d'esquisser rapidement n'est pas gratuite, reprenons un petit peu l'exemple des notes de Tarou, sur lesquelles, la première lecture, on s'était proposé de passer un peu rapidement parce que ça semblait effectivement relever de commentaires un peu hors sujet, si j'ose dire, quand on parle de la peste. Revenons sur les exemples que j'ai cités et essayons de voir si on peut pas porter un autre regard. Est-ce qu'ils sont véritablement insignifiants, comme le suggérait le commentaire de Rieu, ou est-ce qu'ils ne sont insignifiants que du point de vue d'un certain regard, qui n'est pas forcément un regard juste, parce qu'il peut être biaisé. Prenons le commentaire de Tarou sur le manque ou l'absence d'arbres à Oran. En soi, ça peut paraître insignifiant.
Quand on y réfléchit, c'est le cas aujourd'hui, hein, avec, l'émergence du coronavirus, on peut tout à fait, penser à l'impact de la déforestation sur, l'émergence et la diffusion d'une épidémie et là, l'absence d'arbres dans une ville, ça peut avoir, un intérêt. Vous voyez? Quand on y réfléchit, encore une fois, faut qu'on vous mette le doigt dessus, qu'on nous mette le doigt dessus parce que moi-même j'avais pas vraiment fait attention. Pareil pour la structure architecturale, le plan de la ville d'Oran. Bah oui, mais en fait, on fait pas attention parce que cette anecdote, elle est mêlée à d'autres, hein, au vieillard avec son chat, aux arbres, il y a plein d'autres que je vous ai pas cités. Pourtant, le plan d'une ville et visiblement ça c'est vous êtes d'accord avec ça, lorsqu'il y a une épidémie, c'est quand même une donnée assez fondamentale. Déjà, pour ce qui est de la manière dont du processus de contamination en fonction de la par exemple du plan, des égouts ou autre, la contamination, elle peut aller plus ou moins vite. Aussi en ce qui concerne la difficulté à organiser le confinement ou les secours. Si la ville est mal organisée, c'est extrêmement difficile d'enrayer une épidémie. En ce qui concerne la discussion du tramway, vous me direz, là, c'est peut-être moins évident de parler du gars qui souffle dans son piston et qui est mort de la peste. Si on y réfléchit d'un autre point de vue, si on essaye de jeter un autre regard sans cet a priori d'insignifiance sur cette anecdote, ben, on peut se dire que continuer à souffler dans un piston alors qu'on est malade de la peste, ça peut être perçu comme un indicateur au mieux de l'inconscience de quelqu'un qui réalise pas en fait que quand même s'il scrofule comme un pestiféré qu'il est, il faut peut-être qu'il arrête de souffler dans son piston et qu'il aille voir un médecin. Au pire, du nombrilisme. Ben, je tousse, mais c'est pas grave, j'aime souffler dans le piston, je continue. Et dans la même lignée, le vieillard qui crache sur les chats, on peut voir en lui que une sorte disons, enfin, dans le fait qu'il crache sur les chats, on peut voir une sorte de manie dégoûtante et un peu sadique, ou on peut se dire qu'en général, et tout particulièrement en temps de peste, cracher par terre, c'est pas très malin, puisque ça peut être une manière de contaminer assez facilement les passants dont on se soucie pas en fait. Parce qu'une fois qu'on a craché, on ferme les volets, et ce que ça peut produire, on s'en moque. Donc vous voyez comme quoi des éléments qui, au milieu d'un roman qui les bubons, les rats, les statistiques, 100 morts, 200 morts, 1000 morts, etc. Les notes de tarot, ça fait pas le figure, hein. Si vous essayez de faire un petit peu dans la concurrence de spectaculaire, les notes de tarot, c'est effectivement quelque chose qui peut sembler insignifiant. Si vous avez compris que le problème justement, c'est le spectaculaire, là, vous commencez à vous rendre compte que, en étant un peu plus attentif, je reviens à la notion d'attention, il y a des éléments précurseurs ou des éléments annonciateurs, auxquels on aurait peut-être dû faire attention avant enfin, si on voulait éviter ce qui se produit dans le roman. Donc tout ça pour dire qu'être attentif aux détails, qui peuvent être en apparence insignifiants, ça peut s'avérer salvateur. Et c'est justement le problème, quand une épidémie de peste fait rage, c'est humain, c'est normal que notre attention soit monopolisée par ce qui nous saute aux yeux, littéralement comme les puces, si vous voulez. Ce qui nous saute aux yeux, et non pas ce qui requiert un effort d'attention, de recul pour être saisi. C'est un peu facile, si vous voulez, quand les gens craignent pour leur vie, que ce soit à tort ou à raison, de leur demander de rester calme, de pas paniquer et de réfléchir peut-être au témoignage d'un monsieur qui parle du nombre d'arbres dans la ville ou de ce que machin a dit à machin dans le tramway. Comprenez que c'est quand même un contexte qui ne se prête pas à ce genre de nuances et à ce genre de recul critique. Essayons de comprendre un peu plus avant comment fonctionne ce processus d'acclimatation. Pardon, ce déficit, pardon, d'attention, je vais trop vite en besogne. Ce déficit d'attention, je voulais dire, a tout à voir avec un processus d'acclimatation. Je vous ai parlé du déficit d'attention dont témoigne le fait que les éléments repérés par Tarou sont pas vus par les autres et sont jugés insignifiants par les autres, y compris par un médecin comme Rieu. Comment expliquer ce déficit d'attention? On peut l'expliquer par un processus d'acclimatation. Qu'est-ce que j'entends par processus d'acclimatation? Un phénomène qui nous surprend en son commencement pourra, avec le temps, finir par passer inaperçu, par faire partie du décor.
et par du décor, j'entends faire partie d'un quotidien auquel on ne réfléchit plus et vis-à-vis duquel on adopte des comportements devenus mécaniques à force de répétition. Je ne veux pas nous comparer à des poissons rouges, mais ceux d'entre vous qui ont déjà eu des poissons, vous savez que quand on va chez l'animalerie pour acheter des poissons, vous récupérez le poisson dans un sachet d'eau. On vous dit de surtout pas le mettre directement dans l'aquarium. Vous devez laisser le sachet d'eau dans l'aquarium pour que progressivement il s'habitue à la température. Bon, de la même manière, quand vous mettez un orteil dans l'eau, au départ, ça peut être très froid. Si vous restez suffisamment longtemps, vous finissez par plus ressentir le froid. Ça fonctionne comme ça pour à peu près tout. Quelque chose qui au départ peut choquer, avec le temps, plus ou moins de temps et plus ou moins de facteurs favorisants en fonction de la réalité dont on parle, on peut finalement s'y habituer. Et le mot habitué, vous allez le voir, est important. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand on est englué, et c'est notre cas dans le train-train quotidien, on fait abstraction, on tend en tout cas à faire abstraction de tout ce qui ne fait pas l'effort de se rendre manifeste à nos yeux. Quand on est occupé par un quotidien qui est bien huilé, on n'a pas forcément la disponibilité d'esprit pour faire attention aux petits détails qui, justement, sont comme des cailloux qui pourraient venir enrayer le mécanisme et si on prenait le temps de leur prêter attention. Et donc, ces éléments dont je parle, si on veut dire les choses un peu plus simplement, ça revient à dire que avec le temps et un certain degré de renoncement, on peut s'habituer à tout. Je dis bien à tout. Si vous regardez les témoignages des réactions que certaines personnes, de la manière dont certaines personnes peuvent parler de choses qui nous paraissent horribles, des crimes de guerre, voire des cadavres qui s'amoncellent, ce genre de choses, même à ça, on peut s'y habituer. Pas au sens où on trouve ça normal, où on s'en moque ou quoi que ce soit, mais avec le quotidien. Si vous voulez, si le quotidien c'est des morts et des morts et encore des morts, il y a un moment où ça va pas nous frapper avec la même acuité que la première fois. Voilà le phénomène qu'il y a derrière cette notion d'habitude. Et je vous parle d'habitude parce que ça n'est pas un hasard, à mon sens, si ce thème de l'habitude est évoqué dès l'incipit du roman. Si vous voulez y jeter un coup d'œil en rentrant, c'est la première page du roman. Il est question d'habitude et on va le voir en un sens, c'est ce qui donne un peu l'impression que ce qui permettrait de lire ce roman comme une forme de variation sur le thème ou le motif arendtien de la banalité du mal. Je vais m'expliquer, il ne faut pas le comprendre dans un sens littéral, ce parallèle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le narrateur, Rieu, nous présente les Oranais comme une population, somme toute, banale, insignifiante. On pourrait reprendre le mot là. On n'y prêterait pas plus attention qu'à n'importe quelle autre population. Vraiment, il met un point d'honneur à nous la vendre comme étant inintéressante, inintéressante au sens de sans intérêt particulier, et donc visiblement pas vraiment préparée, pas vraiment à la hauteur de la catastrophe qui lui pend au nez. Or, c'est précisément parce que chez eux, rien ne sort de l'ordinaire, qu'ils constituent la victime idéale d'une peste. Ça peut paraître paradoxal, mais on va essayer de voir pourquoi. C'est parce que ils sont des gens ordinaires, des gens comme vous et moi, des gens qui n'ont aucun intérêt particulier, des gens qui peuvent paraître insignifiants si on les compare aux autres, qu'ils sont la victime idéale. Pourquoi, pour être plus précise, je dis ça? Parce que quand je dis qu'ils font ce que fait tout le monde, c'est qu'ils s'attachent ou ils s'appliquent, dit Rieu, je le cite, à prendre des habitudes. À Oran, dit Rieu au début, on s'ennuie et on s'applique à prendre des habitudes. Pourquoi commencer le roman là-dessus? Si vous voulez, généralement, le but d'un incipit, c'est un peu d'accrocher le lecteur et de lui donner envie de continuer en se disant là, il va se passer quelque chose d'extrêmement intéressant. Là, il nous dit, en fait, il se passe rien à Oran et de toute façon, les Oranais n'ont aucun intérêt. C'est juste des gens qui prennent des habitudes. Voilà. Non, justement, le fait qu'ils prennent des habitudes, c'est l'élément fondamental dans la lecture que je vous propose. Pourquoi j'ai dit qu'il y avait potentiellement une forme de banalité du mal dans la peste? Elle ne se situe pas, cette banalité du mal, comme chez Arendt, dans le fossé qui sépare l'insondable horreur du crime nazi
de la médiocrité désarmante du petit ouvrier de l'entreprise de mort de masse, hein, qui est Eichmann aux yeux de Hannah Arendt. C'est pas en cela qu'elle consiste dans la peste, si il y a lieu de dire qu'il y a banalité du mal. Non, le décalage, la banalité du mal, le décalage dont je parle ici, il se dessine entre l'énormité du fléau, une peste, hein, avec tous les milliers de morts qu'elle peut provoquer, voire les millions, si vous pensez à la même peste que moi, la peste qui a décimé l'Europe. Donc le décalage entre l'énormité de ce fléau et l'absence de cause ou de raison spécifique assignables. Autrement dit, si les Oranais sont comme vous et moi, s'il n'y a pas de raison particulière pour que ça éclate à Oran plutôt qu'ailleurs, on doit en tirer une conclusion qu'on oublie généralement de tirer, et c'est là tout le problème. La conclusion est la suivante, c'est que la peste, ça n'est pas l'exceptionnel, ça n'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est au contraire la règle. Pas l'exceptionnel, la peste, c'est la règle. C'est le retournement, en fait, qui est mis en scène dans le roman de Camus. Autrement dit, pour poser les choses de manière explicite, nous sommes tous, à divers degrés, et jusqu'à ce que le bacille parvienne inéluctablement à maturité, de petits pestiférés et des moribonds en sursis. C'est pas très gai, mais c'est en tout cas la lecture que je vous propose. Et d'où le titre, hein, que j'ai voulu donner à mon intervention, Nous autres petits pestiférés. Alors on va essayer de donner un sens plus précis à cette expression, en commençant par nous demander pourquoi. Pourquoi on n'apprend pas? Pourquoi cette fameuse conclusion dont je viens de parler, on ne la tire pas? Comment les Oranais ont-ils pu ne rien voir venir? Ça tombe du ciel comme ça d'un seul coup, hop, il y a des rails à la peste quand même. C'est dingue que quelque chose aussi énorme puisse arriver sans qu'on s'en rende compte. Et si vous suivez l'angle de lecture que je vous propose, en fait, c'est à cette question-là que le roman de Camus répond. Pourquoi je dis que le roman de Camus répond à cette question? Parce que dans cette lecture-là, si vous voulez, il s'agit moins, à la limite, d'un récit sur la peste, comme le titre semble pourtant l'indiquer. Il s'agit moins d'un récit sur la peste que d'un trompe-l'œil paradoxal qui a pour fonction de nous révéler les coulisses d'un aveuglement collectif. Vous avez la mise en scène de la peste, mais le véritable récit, le véritable intérêt, en un sens, c'est les coulisses, ce qu'on ne met pas en valeur, ce qu'on ne met pas en évidence. Le fait même que la chronique de Tarou m'ait échappé jusqu'alors témoigne, à mon sens, du fait que l'attention, c'est un muscle et que, comme tout muscle, elle se relâche quand on ne la travaille pas. Voilà en fait ce que le roman essaie de nous faire comprendre en mettant de côté, en hiérarchisant un petit peu la version de Rieu, la version de Tarou, en se focalisant vraiment sur le côté spectaculaire. Voilà ce qu'on nous apprend en fait. Si vous ne faites pas attention, si vous ne cultivez pas le sens de l'attention, les choses vous passeront beaucoup plus facilement sous le nez. Et par les choses, j'entends des choses importantes. Le roman, et ça c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner, le roman, il est lui-même construit de façon à diriger toute l'attention vers le fléau. Forcément, si vous appelez votre roman La peste, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous laissez peu de place au suspense et que vous générez un horizon d'attente qui est quand même assez convenu. Hein. C'est pas particulièrement le rapport entre le titre et le contenu, il laisse pas vraiment de place à un coup de théâtre explicite en tout cas. Pour ça qu'il faut creuser un petit peu pour trouver autre chose. Le lecteur qui sait globalement ce dont la peste est le nom, il a une idée à peu près générale de ce que la peste peut faire et de ce qu'elle a causé dans l'histoire, puisque c'est pas simplement une fiction. La peste est une maladie qui a vraiment tué des millions de personnes. Donc il sait ça. Et donc en lisant, pas en lisant, en saisissant un roman qui a pour titre La peste, ce à quoi il s'attend, son horizon d'attente, il est assez simple. Il sait globalement qu'il va y avoir une hécatombe, quelque chose qui est hors du commun, une maladie
spectaculaires aux symptômes immanquables. Les symptômes de la peste, quand je dis qu'ils sont spectaculaires, ils le sont plus que pour d'autres maladies. Camus, d'ailleurs, s'est beaucoup renseigné là-dessus. Il a feuilleté des comptes rendus des cliniques de ce qui apparaît sur le corps des patients qui sont atteints de peste. C'est quelque chose quand même qui est assez terrible. Et d'ailleurs, il y a une scène que je vous invite à lire ou à relire. C'est la scène de l'agonie du fils du juge Othon, où là vraiment vous avez la peste dans toute son horreur. Ça c'est quand même quelque chose, si vous voulez, à quoi on s'attend assez facilement quand on saisit le roman. Bon, d'autre part, outre le titre, vous lisez l'incipit, de la même manière, l'horizon d'attente est confirmé. Le narrateur vous parle de curieux événements, il vous dit qu'ils sortent de l'ordinaire, donc lui-même vous suggère qu'on a affaire à quelque chose qui va être spectaculaire, exceptionnel. Or, tout se passe comme prévu, bien sûr, je vous résume pas le truc, les rats, les morts, enfin les rats morts, les humains malades, les humains morts, et ça continue comme ça. Mais c'est ça qui constitue toute l'ironie du sort, ou toute l'ironie de l'histoire, de mon point de vue, le fait que ça se passe comme prévu, à savoir que Camus a quand même réussi l'exploit de construire sur une intrigue, de construire son roman, ou plutôt de construire sur une intrigue aussi prévisible, un roman qui met en scène l'incapacité de ses protagonistes à prévoir la catastrophe. Vous voyez, il n'y a pas plus prévisible que ce roman dans sa forme, quand vous le regardez globalement. La peste, ça parle de quoi? Une épidémie de peste. Et pourtant, c'est un roman sur l'incapacité à voir venir la catastrophe annoncée. Comment expliquer ce paradoxe? Ce que ça nous dit, ce que ça nous suggère, c'est que le drame se joue peut-être non pas sur la place publique qui est jonchée de cadavres, mais en coulisses. Le drame de la peste, le roman, réside moins dans la manifestation du mal qui est la maladie que dans notre incapacité à percevoir le mal comme tel et à l'appeler par son nom avant qu'il ne soit trop tard, avant que la maladie éclate. Voilà le vrai problème, en fait, derrière la peste. Autrement dit, la tragédie inattendue, cette fois, et non pas prévisible du roman, ça n'est pas le fait qu'on puisse en arriver à mourir et à tuer. Souvenez-vous de l'interprétation politique, le nazisme. La vraie tragédie, ou la tragédie en tout cas inattendue, c'est pas tellement qu'on puisse en arriver à mourir ou à tuer par milliers et par millions. Ça, l'histoire nous a suffisamment prouvé, et malheureusement, elle continue de le faire, que on ne redouble, enfin, on ne cesse jamais d'inventer de nouveaux moyens de nous entretuer. C'est pas quelque chose qui surprend particulièrement. Non, la véritable tragédie, ce serait peut-être finalement le fait qu'on ait besoin de voir arriver les rats pour comprendre qu'il y a la peste. Pourquoi il faut qu'il y ait des rats pour qu'on comprenne qu'il y a la peste? Pourquoi il faut le spectacle pour qu'on comprenne qu'il y a un problème? Ça, c'est la vraie question qui m'a taraudée dans cette dernière lecture que j'ai faite du roman. Or, la malédiction dont Rieu nous fait le récit, si on comprend le roman dans le sens vers lequel je veux vous amener, cette malédiction, c'est quoi? C'est notre aveuglement aux petites particules déshumanisantes que nous sécrétons chaque jour sans nous en apercevoir, comme je l'avais évoqué la dernière fois, dans nos discours, dans nos comportements. Et tout ça, ça renvoie à notre incapacité à saisir qu'elles s'accumulent et qu'elles préparent le pire. Si vous voulez, ce que vous dites au quotidien, les gestes que vous faites au quotidien, peut-être que vous pouvez dire quelque chose, faire quelque chose, puis passer à autre chose. Mais ce que vous n'imaginez pas, c'est qu'il y a une sorte de compteur et que tout ça, ça s'accumule et qu'en s'accumulant, votre comportement, enfin vos comportements, vos discours, plus ceux de tous les autres, plus ceux encore d'autres personnes auxquelles vous ne songez pas, en s'additionnant, en s'agglomérant, ça peut créer un contexte, ça peut créer des conditions qui peuvent préparer le pire. Pour employer un vocabulaire technique qui s'emploie notamment dans les études féministes, je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de continuum des violences, c'est ça. Le principe du continuum des violences, c'est pas
de se focaliser sur les manifestations spectaculaires, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Voilà. Sauf qu'on ne voit pas l'addition, on voit juste le résultat. Quand on voit vous savez, c'est un petit peu si vous pensez à une addition de restaurant où vous auriez mangé plein de petites choses. Si vous regardez les petits trucs ponctuels, vous regardez les prix, bon, bah, ça a l'air de rien. Puis mais si vous regardez par contre l'addition finale, vous n'allez plus penser qu'à l'addition finale. Vous allez à aucun moment vous dire que le problème, en fait, c'est qu'il y a trop de choses là et qu'il aurait peut-être fallu savoir s'arrêter avant. Ça fonctionne pareil ici. Alors, comment on peut résumer la vision des choses que j'essaie de vous exposer ici? C'est quand on comprend ça, qu'on réalise que Tarou, avec sa chronique de l'insignifiant, ça n'est pas l'idiot du village, mais le sage. Vous savez, la fameuse comparaison entre le sage, le doigt, la lune, l'idiot. Bon. Lui, c'est pas l'idiot du village, le gars qui regarde à côté quand il se passe des choses terribles. C'est le sage, celui qui sait en fait regarder au-delà de ce qui frappe, de ce qui saute aux yeux. Lui, dont Rieu note, d'ailleurs, hein, encore une fois, c'est pas anodin, il note quand il présente sa chronique, Rieu dit Tarou, il n'est pas esclave des habitudes, il a une seule habitude par rapport aux autres qui ont plein d'habitudes qui font qu'ils agissent de manière mécanique. Lui, il a une seule habitude, il aime danser. Et il n'est donc pas esclave des habitudes. Qu'est-ce que ça nous suggère? Ça nous suggère que Tarou, contrairement aux autres, ne se laisse pas envoûter par le spectacle terrifiant de la maladie. Il l'aborde avec recul, c'est-à-dire, je cite Rieu, par le gros bout de la lorgnette, avec une vision des choses qui replace le fléau dans un cadre plus général qui l'amène, et donc nous amène, nous lecteurs, à nous interroger sur ce qui l'a rendu possible. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que je suis en train d'évoquer, je ne saurais trop vous inviter à, j'aimerais pouvoir le faire avec vous ce soir, mais si je le fais, je finirai pas, à relire cet extrait de la 4e partie de La Peste. Vous savez, c'est le moment où il monte sur le toit d'un immeuble après s'être baigné. Par il, j'entends Rieu et Tarou. Et ils discutent et Tarou se confie à Rieu. Il se confie sur son enfance, sur son père qui était magistrat, sur la peine de mort, sur la prise de conscience qu'il a eue le jour où il s'est retrouvé face à un inculpé, puis un inculpé qui devient un condamné à mort, de ce que c'est que la réalité en fait d'une société où on légitime le meurtre en le légalisant. Il y a énormément de choses à dire sur ce passage, donc je vais me concentrer sur la fin de ce récit et la formule qui me semble la plus importante à retenir pour ce qui nous occupe ce soir, à savoir cette conclusion qu'il tire de son expérience, du constat que on légitime le meurtre, à la fois à travers l'exemple de la peine de mort, mais aussi l'exemple qu'il prend dans les engagements politiques, y compris contre la peine de mort, on le légitime chez des gens qui estiment que on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs et que, oui, le meurtre, par exemple le terrorisme, peut être parfaitement légitime si ça permet de faire advenir une société plus juste. Voilà ce à quoi il fait référence dans ce récit. Qu'est-ce qu'il en tire comme conclusion? Il en tire la conclusion suivante. Ce qui est naturel, c'est le microbe. Le reste, la santé, l'intégrité, la pureté, si vous voulez, c'est un effet de la volonté et d'une volonté qui ne doit jamais s'arrêter. Ce qui est naturel, c'est le microbe. Ce qui est l'ordinaire, ce qui est la règle, c'est le microbe. La santé, c'est l'exception. Et par l'exception, il faut entendre, c'est le fruit d'un travail. Si on ne travaille pas, si une société, en l'occurrence, pour reprendre le thème de ce séminaire, une démocratie, ne travaille pas à se maintenir en bonne santé, non seulement elle peut tomber malade, attraper la peste, la peste nazie, elle n'est pas arrivée dans un système qui était tyrannique, c'est le moins qu'on puisse dire. Non seulement donc une démocratie peut tomber malade, mais si on en croit l'analyse de Platon, elle peut mourir. Je vous renvoie à la manière dont Platon explique comment on bascule de la démocratie à la tyrannie dans la République, en expliquant notamment le rôle que jouent les démagogues. Donc vous voyez que là encore, tout peut passer par le langage avant de passer par les actes. Bon, en se focalisant sur cette conclusion du récit de Tarou, ce qu'on peut remarquer, c'est que il est le seul dans le roman à avoir compris
l'enseignement de la peste, ou du moins à l'avoir formulé avec une absolue clarté. Dieu sait que pour Camus, la clarté du langage est fondamentale. Quand il dit que le microbe, c'est ce qui est naturel et que le reste, c'est le fruit de la volonté, il faut quand même peser ces mots dont on ne saurait souligner l'éternelle actualité. Le danger contre lequel nous alarme Tarot, c'est celui qui consiste à voir une exception et donc quelque chose de ponctuel, quelque chose de provisoire et d'anormal. On va laisser couler, ça va passer. Je vous rappelle que dans le roman, c'est comme ça que ça se passe au départ. Hein. Il y a les rats qui meurent, puis il y a des gens qui commencent à mourir, mais bon, on va pas changer nos habitudes pour autant, on va continuer à sortir. De toute façon, on n'a que ça à faire, la ville est en quarantaine. Il faut vraiment attendre qu'il y ait un degré de gravité suffisamment prononcé pour que les gens commencent vraiment à se dire « Ah, bah, peut-être qu'en fait, il y a la peste » pour l'appeler par son nom. Elle n'est vraiment pas appelée par son nom tout de suite. Même le mot, les gens ont peur de le prononcer parce qu'ils ont peur des efforts qu'ils vont devoir fournir pour changer leurs habitudes à partir du moment où ils auront reconnu ce qu'ils avaient en face d'eux. Donc, le danger, c'est de voir comme une exception ce qui est la norme. C'est de se focaliser sur les rats, les râles, les bubons, les morts, au point d'en oublier que la peste ne tombe pas du ciel, mais, comme le dit Tarou un peu plus haut par rapport au passage que je vous ai cité, la peste, on se la crache littéralement à la figure, on la respire dans la figure des autres, et si on veut ne pas la respirer dans la figure des autres, donc ne pas contaminer les autres, ne pas créer une épidémie, ben, il faut faire preuve de volonté, il faut vouloir ne pas contribuer à fabriquer les conditions d'une peste. Et donc, pour dire les choses autrement, ce danger, c'est quelque chose, enfin, ça consiste à ne pas comprendre, ou plutôt, revenons sur l'idée de volonté, à ne pas vouloir comprendre que nous préparons le terrain pour le bouquet final du fléau et des charniers à chaque fois que nous consentons à nous déshumaniser les uns les autres insensiblement. Rien qu'à ce niveau-là, quand on consent à faire ça, par quelque manière que ce soit, on prépare le terrain à un fléau potentiel. La condition sine qua non pour lutter contre une maladie, c'est quand même d'admettre qu'on est malade. Et cela, pour le commun des mortels que nous sommes, ça peut s'avérer une tâche des plus ardues. On ne voit pas forcément le problème, si vous voulez. Tant que notre vie n'est pas en jeu, au sens propre, tant que notre épiderme ne se met pas à puruler, tant que nous avons, parce qu'on se les donne, les moyens de nous cacher à nous-mêmes la réalité et la gravité du mal qui nous ronge, nous arrivons toujours à nous convaincre que tout va bien. Pour illustrer ça, j'y pense là en vous en parlant, je pense à cette petite vignette du dessinateur Casey Green. Je ne sais pas si vous le connaissez, peut-être que vous connaissez la vignette. C'est une vignette où on voit qui est vraiment pour moi une illustration parfaite de cette farce contagieuse. La BD s'intitule En feu et on voit un chien qui est assis à une table avec une tasse de café et il est dans un appartement qui prend feu. Et il commence par dire « tout va bien ». Puis on voit que la vignette suivante, les flammes commencent quand même à se rapprocher dangereusement de sa table et il dit « je ne vois aucun problème avec les événements qui sont en train de se dérouler ». Et puis ensuite, le feu se met en train de le dévorer et il persiste, il dit « tout va bien se passer ». Ça, je pense que c'est une illustration à la fois humoristique et assez pertinente du phénomène que j'essaye de vous exposer. Parce que c'est comme ça que naissent les fléaux, sur le terreau d'un aveuglement volontaire qui est nourri par un désir déraisonnable d'ignorer tout ce qui pourrait chambouler le confort de nos petites habitudes. Vous voyez encore, on y revient à cette histoire d'habitude. Pourquoi on s'aveugle face au fléau, tant qu'on le peut? Parce que c'est plus confortable de continuer comme si de rien n'était. Dès lors qu'on admet qu'on est malade, que la peste est là, ça bouleverse tout. Et ça, c'est un pas qui est difficile à franchir. Ce que je dis pour la peste pourrait être vrai à un niveau individuel et mutatis mutandis pour la reconnaissance de n'importe quelle maladie. Il me semble que Cynthia Fleury a consacré il n'y a pas très longtemps une conférence au déni. Je vous invite à réfléchir, à faire le parallèle entre ce qu'elle a dit et
le fléau un peu particulier dont il est question ici. Pour ceux qui étaient là lors de la première séance, c'est là qu'on voit vraiment le lien avec les petits jalons que j'ai essayé de poser la dernière fois. L'intuition qui est filée tout au long du roman, Camus l'avait formulée dans cette... il est vraiment formulé explicitement hein, dans cette conférence dont on a parlé la dernière fois, à savoir la conférence de 46 intitulée La crise de l'homme. Souvenez-vous de cette formule, hein, vous allez voir le lien du coup. Il disait dans cette conférence, on ne pense pas mal parce qu'on est un meurtrier, on est un meurtrier parce qu'on pense mal. C'est ainsi qu'on peut être un meurtrier sans avoir jamais tué apparemment. Et c'est ainsi que, plus ou moins, nous sommes tous des meurtriers. Qu'est-ce qu'il entend par là et qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette formule, cette fois à la lumière du roman qu'on vient d'explorer sous un jour un peu différent? Ce qu'on peut comprendre, c'est que rien n'est plus délétère que la bonne conscience avec laquelle nous nous évertions à nous convaincre que il n'y a jamais mort d'homme tant que nous n'appuyons pas sur la gâchette. Rien n'est plus symptomatique du mal qui nous ronge constitutivement que la facilité avec laquelle nous nous laissons glisser sur les multiples pentes de la déshumanisation que j'ai pu évoquer, et il y en a d'autres, comme dans un bain chaud en fait. On déshumanise sans faire attention, par habitude, par réflexe, par comportement mécanique auquel on s'acclimate au fil du temps. Autrement dit, rien n'est plus symptomatique de cette peste dont parle Tarou, dont il dit que tout le monde en fait la porte en soi. C'est pas un truc qui arrive, c'est un truc qui est là. Hein, vous voyez la dimension de condition humaine dont on parlait tout à l'heure, elle apparaît de manière évidente ici. Rien n'est plus symptomatique de tout ça que notre obstination à nous répéter que les mots ne sont que des mots, que seuls les actes tuent, etc. Autrement dit, pour faire des meurtriers, ce que Tarou essaye de nous montrer, c'est que pour faire des meurtriers, il faut d'abord apprendre à penser mal, et parfois ça peut suffire. Ça commence par là. Dès lors que vous apprenez à quelqu'un à mal penser, vous pouvez préparer le terreau au meurtre. Vous pouvez en faire un meurtrier. C'est pas pour rien, et on l'avait évoqué rapidement la dernière fois, que lorsque vous voulez fabriquer une armée de meurtriers, vous commencez par un endoctrinement. Vous pouvez pas, si vous arrivez, prenez des gens lambda, vous leur mettez des armes, ça va pas fonctionner comme ça. Vous prenez des enfants, vous faites les jeunesses hitlériennes, par exemple. Là, vous préparez le terreau ou le terrain. Pour dire les choses en une formule dont j'espère qu'elle sera suffisamment claire, tranquilliser les consciences, c'est déjà affûter les couteaux. Voilà. Et c'est à ce moment de la réflexion que l'épopée herméneutique à laquelle j'ai procédé prend tout son sens et, je l'espère, son intérêt. Puisque le malheur veut que nous ne soyons spontanément sensibles qu'aux manifestations spectaculaires de la peste, le premier remède contre notre propre déni consiste à suspendre provisoirement les épidémies, les génocides et autres tortures, exactions auxquelles on pense quand on évoque l'inhumain, et à cette fois d'observer le fameux bacille au microscope pour en saisir, plutôt pour le saisir en germe, là où on ne songerait jamais à aller le chercher. Vous voyez, le fameux insignifiant, on oublie si quelque chose nous semble insignifiant, raison de plus pour le regarder d'un peu plus près. Et c'est, à mon sens, exactement l'enseignement malheureux, hein, dit Rieu, que l'on peut tirer de la fin trompeuse du roman. Je vous la cite parce qu'elle est connue, mais elle est très importante. En parlant de Rieu, car il savait ce que cette foule en joie ignorait et qu'on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ces rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Ça, c'est la fin du roman. Pourquoi je dis qu'elle est trompeuse, cette fin? Elle est trompeuse en un sens très précis, qui est que
elle clôt, enfin, parce qu'elle clôt le récit de Rieux, euh, bah, tout en faisant allusion à l'origine du mal qu'il relate. Autrement dit, elle est trompeuse parce que elle se présente comme un aboutissement, hein, ça arrive à la fin, alors que elle énonce un commencement. Et parce qu'elle fait apparaître comme une simple mise en garde pour l'avenir, hein, la peste reviendra, quelque chose qui en fait est aussi et d'abord la clé de compréhension de l'avènement du fléau raconté dans les pages précédentes. Et cette fin de roman apparaît comme une mise en garde, mais en réalité, c'est un roman qui se lit de manière circulaire. C'est pour ça que j'ai choisi le terme de tragédie, je l'ai pas pris au hasard, et parce que c'est un terme choc, c'est parce que le principe même d'une tragédie, la structure d'une tragédie, c'est d'être circulaire. Quand vous allez voir une tragédie, le principe d'une tragédie, c'est que vous connaissez la fin avant le début. D'ailleurs, les Grecs qui allaient voir les tragédies qui portaient sur des mythes qu'ils connaissaient tous, la notion de spoiler, en fait, ça leur faisait pas peur, ça n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'ils savaient déjà comment allaient finir les aventures de Phèdre, d'Orphée, oui, d'Orphée ou de n'importe quel autre héros de tragédie. Parce que justement, l'intérêt, c'est pas vraiment de savoir ce qui va se passer, il n'y a pas de suspense, c'est de comprendre le fonctionnement de cette fatalité, en fait. Comprendre en quoi le mécanisme, il est inaltérable. Qu'est-ce qu'on peut en conclure de ces réflexions? Déjà, comme le dit explicitement cette fin de roman, on peut et on devrait en conclure que la peste, elle est en nous, elle nous colle à la peau, elle s'infiltre dans nos mots, dans nos façons de penser, dans nos manières d'échanger. Autrement dit, contrairement à ce que la notion d'inhumain suggère au premier abord, et j'ai fait le test plein de fois, je vous invite à le faire aussi, quand vous demandez à quelqu'un, n'importe qui, ce que la notion d'inhumain suggère à ses yeux, globalement, vous allez avoir quand même le même type de réponse. Hein. Les crimes de guerre, les génocides, la torture, c'est à peu près toujours la même chose. Et justement, ce que ce roman essaye de nous suggérer, c'est que la déshumanisation, elle ne débute pas à Auschwitz ou à Guantanamo, elle débute dès lors que nous ne sommes plus capables, par exemple, de voir le désaccord autrement que comme une offense, et l'adversaire autrement que comme un ennemi juré. Au passage, hein, pour rappel, dans le récit que Tarou fait à Rieux, que j'ai évoqué rapidement, il y a un moment très intéressant où il dit qu'il se retrouve donc face à l'inculpé, et il dit que c'est à ce moment-là en fait qu'il a réalisé qu'il avait un homme en face de lui, parce que jusqu'à présent, il le voyait sous la catégorie abstraite de l'inculpé. Et ça, c'est une expérience, pour vous dire que c'est vraiment pas de la fiction, j'ai eu exactement la même lorsque, quand j'avais 18-19 ans, j'ai assisté à un procès d'assises. J'avais une idée bien arrêtée de ce que j'allais voir. Je me suis dit, on a un meurtrier, il a poussé sa femme par-dessus la fenêtre, elle est morte en tombant, le tout devant ses enfants. Donc j'avais déjà une idée préétablie de ce que j'allais voir. Et en fait, en voyant l'inculpé, que je n'avais vu qu'à travers cette catégorie abstraite, débarquer, parler, en voyant sa vie, sa jeunesse exposée, la relation complexe avec sa femme, je me suis rendu compte qu'en fait, mon monde s'effondrait. Parce que c'est pas la même chose d'imaginer un inculpé, coupable, innocent, vous voyez, ces catégories qui permettent de rester bien au chaud, bien éloigné ou bien au-dessus de la réalité sanglante, et d'avoir un individu face à face dont vous commencez à apprendre l'histoire, les drames, etc. Donc, faites attention à ce passage en particulier où il dit que c'est là que la catégorie d'inculpé, elle s'est fissurée au contact de la réalité d'une personne de chair. C'est dans ces moments-là où on cède aux sirènes de l'abstraction, dont je le rappelle, un Camus disait dans Le Temps des meurtriers, quel est le meurtre constitue la même maladie. C'est à ce moment-là, en fait, que la peste commence à poser son bacille un petit peu partout. Donc, vous voyez, ça, ce sont des choses qui se passent au quotidien. Une peste, au sens le plus commun du terme, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, Dieu merci. En revanche, tout ce qui, de manière insensible, peut, sur le long terme, voire le très long terme, le préparer, ça arrive tous les jours et on y contribue tous. D'où la formule de Tarou qui dit qu'on la porte tous en soi. On a tous la possibilité d'y contribuer, ce qui veut dire aussi
et pour pas être uniquement dans le pessimisme, ce qui veut dire aussi qu'on a la possibilité, si on en a la volonté, de ne pas y contribuer. C'est ce à quoi s'attache Tarou. Il dit: le jour où j'ai compris en fait ce que j'avais laissé faire en consentant à certaines pensées, que je me suis donné pour mission de, autant que faire se peut, ne pas contribuer à ce qu'on justifie le meurtre, ne pas contribuer à ce qu'une peste s'établisse sans que je réagisse. Pour dire les choses autrement, le point important ici qu'il faut souligner, c'est que la violence n'est pas un bloc monolithique. Forcément, si vous pensez la violence comme un bloc monolithique, si je commence à vous parler de la violence verbale ou de la violence des débats, il y aura toujours quelqu'un pour dire oui, enfin c'est bon, on n'est pas en train de parler d'une guerre civile, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas torture, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Forcément, si vous pensez la violence comme un bloc monolithique, vous allez avoir tendance à en avoir une vision qui est extrêmement réductrice. Ce qu'il faut faire au contraire, à mon sens, c'est comprendre qu'on ne passe pas de la paix à la peste brutalement. On y passe par un abaissement progressif et, encore une fois, insensible du seuil de tolérance vis-à-vis des discours et des comportements déshumanisants. Pour vous donner un exemple concret et camusien, je ne peux pas m'empêcher de songer que c'est le même Sartre qui, dans sa polémique avec Camus en 1952 autour de l'homme révolté, interpellait Camus non en tant que personne ou en tant que camarade ou bientôt ex-camarade ou en tant qu'écrivain, dont au passage il n'avait pas sérieusement lu le livre, je le précise de son propre aveu, il ne t'appelle pas en tant que personne, mais en tant que, je cite, bourgeois. Bourgeois, catégorie, incapable de penser contre sa classe et égaré dans son universalisme abstrait et illusoire. Pour moi, c'est le même Sartre qui pense comme ça, qui brandit pour éviter tout dialogue, tout échange sur le fond, la catégorie de bourgeois, et celui qui brandira dans la préface aux damnés de la Terre de 61, dont je vous ai parlé la dernière fois, il me semble, c'est le même qui dira abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer un oppresseur et un opprimé, reste un homme mort et un homme libre. C'est le même en fait. C'est quelqu'un qui jongle avec les catégories. Autrement dit, c'est le même esprit qui s'attache à prendre l'habitude de traiter l'adversaire en ennemi, de le simplifier pour ne plus le voir, qui commence par enfermer Camus dans sa classe de bourgeois, pour donner de bonnes raisons de naturer son propos, et qui finit par justifier le meurtre d'inconnus dont il ignore tout en les réduisant à une catégorie, les oppresseurs. Catégorie qui est propre à soulager la conscience du meurtrier, si vous voulez. C'est l'avantage des abstractions tout de même, qu'elles ne crient pas et ne saignent pas lorsqu'on les abat d'un trait de plume. C'est beaucoup plus confortable d'écrire, de justifier le meurtre depuis son bureau que, comme le dit Camus dans sa célèbre réponse à Dacier-Lavigerie, de tenir soi-même le fusil de l'exécution. Pour conclure cette intervention, je vous invite à lire ou relire La Peste, non comme un simple récit ou une simple chronique d'événements, mais comme un appel. Avant d'être un récit, quelque chose qu'on expose, c'est quelque chose qu'on demande. C'est un appel à la vigilance qui est plus que jamais nécessaire, qu'il est plus que jamais nécessaire d'entendre aujourd'hui, tant nous sommes les derniers des cancres lorsqu'il s'agit de tirer les leçons de l'histoire. On ne n'est, pour paraphraser dans un sens différent le propos de Simone de Beauvoir, on ne naît pas meurtrier, on le devient. Et n'importe qui peut le devenir quand les circonstances s'y prêtent. On peut le devenir sans s'en rendre compte par une accumulation de mauvaises habitudes, de pensées, de comportements qui ont la vie dure parce qu'elles sont confortables, comme cette violence que fustigeait Camus dans la réponse à Dacier-Lavigerie que j'évoquais par exemple. Et si, comme nous y invite Tarou, il est urgent d'apprendre à appeler les choses par leur nom et à comprendre qu'on tue quand on consent à penser certaines pensées, ça commence comme ça. Pourquoi tout ça c'est urgent? Parce que dans ce cas-là, il faut aussi comprendre que nous tuons, par exemple, des réfugiés à chaque fois que nous nous consolons de les abandonner en mer au prétexte qu'accueillir quelques dizaines de personnes naufragées sur un bateau, ça serait une épreuve insurmontable.
ou au prétexte plus hallucinant encore que ces étrangers, hommes, femmes, enfants, mettraient en péril notre civilisation. Ce discours que l'on brandit pour justifier le refus d'aller récupérer des gens qui sont en train de se noyer, c'est un consentement en fait au meurtre, au sens où Tarou l'entend. De la même manière, il faut comprendre que ceux qui, exploitant l'alibi de la juste défense du peuple palestinien, repeignent en permanence sur les réseaux ou autres tous les juifs pris dans leur globalité en bourreaux qui auraient en bourreaux de Palestiniens, ce sont des personnes qui ont le sang des victimes de l'attentat de l'Hyper Cacher de 2015 sur les mains. Je vous rappelle que Koulibaly, pendant qu'il prenait les gens en otage, et que notamment il y avait un de ces otages qui se vidait de son sang à terre, il dissertait sur la Palestine. Quel est le rapport entre un juif qui va faire ses courses à l'Hyper Cacher du quartier et un conflit avec lequel il n'a rien à voir, qui se passe à l'autre bout de la planète? Quel est le rapport entre ça et la cause juste qu'on prétend défendre? Le lien de causalité est complètement aberrant. Il faut de la même manière répéter que ceux qui assimilent en permanence dans les médias islam et islamisme pour en arriver, comme par exemple Nicolas Dupont-Aignan, à dire qu'apprendre l'arabe à l'école, ça peut mener au terrorisme, faire ça, c'est se faire complice du groupuscule d'extrême droite qui, en juin 2018, a été arrêté alors qu'il était sur le point de commettre un attentat contre des musulmans, lambda. Voilà. Et bien sûr, je ne parle même pas de ce qui s'est passé depuis un véritable attentat qui a eu lieu, pour le coup, en France ou ailleurs. Je pense à Christchurch ou à d'autres. Il faut réaliser que nous sommes, de ce point de vue-là, ces fous qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, à chaque fois que, au nom d'une réconciliation de l'humanité reportée au calendes révolutionnaire, nous cautionnons des discours de division qui, décrétant qu'on ne peut s'exprimer autrement qu'en qualité de symptôme des opinions d'une classe, d'un sexe, d'une race, d'une communauté, quelle qu'elle soit, prive ceux qui ne pensent pas comme nous estimons qu'ils le devraient du droit de penser tout court. Là, je fais référence, par exemple, au fait que quand vous avez une personne, par exemple, qui est noire et qu'elle tient un discours dont certains estiment que c'est pas le discours qu'une personne noire devrait tirer, en fait, vous êtes en train de la déshumaniser et donc de nier à un individu la possibilité de penser en tant que personne, indépendamment du script que vous voulez lui imposer. Tout ça, en fait, bien sûr, avec un énorme mutatis mutandis, avec toutes les nuances qui s'imposent, ça participe du même processus global de déshumanisation. Pour dire les choses autrement, et vraiment cette fois pour conclure pour de bon, sur une note parfaitement positive, ce que je suis en train de soutenir, la lecture que je vous propose, elle revient simplement à dire que nous sommes, nous, encore et toujours les Oranais de la peste, et que peut-être que nous ne sortirons jamais de l'état de siège, peut-être que nous ne sortirons jamais de l'Oran mis en scène dans le roman. Mais en tout cas, si on souhaite pouvoir y respirer un air un peu moins empesté et diminuer arithmétiquement le malheur de ce monde, il nous faut réapprendre l'art exigeant du dialogue, de la nuance, de la mesure, sans lequel il n'y a pas de vie. Et je voudrais donc conclure avec cette formule de Camus que je ne répéterai jamais assez parce que pour moi, elle est un remède dont on a éminemment besoin encore aujourd'hui. Nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison, que ce soit dans leurs machines ou dans leurs idées, et pour tous ceux qui ne peuvent vivre que dans le dialogue et dans l'amitié des hommes, ce silence est la fin du monde. Je vous remercie.